Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. Le projet de loi relatif à la bioéthique a été adopté par l'Assemblée nationale le 15 octobre dernier. Ce texte, vous le savez, prévoit notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Hier, au Sénat, dans la perspective de l'examen de ce projet de loi, la délégation aux droits des femmes a entendu la philosophe Sylviane Agacinski. Elle s'est exprimée sur les dispositions de ce texte concernant la procréation médicalement assistée. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Sylviane Agacinski, philosophe, dans le cadre de nos réflexions sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes, qu'il s'agisse de couples lesbiens ou de femmes seules. Après l'examen du texte par l'Assemblée nationale, une commission spéciale sur le projet de loi bioéthique s'est constituée au Sénat la semaine dernière. Plusieurs collègues de la délégation en sont membres. Pour information, Maryvonne Blondin, Guillaume Chevrolier, Laurence Cohen, Chantal de Seine, Loïc Hervé, Michel Meunier et Laurence Rossignol. L'objectif de nos travaux, donc j'ajoute que nous auditionnerons le jeudi 14 novembre le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service à l'hôpital Foch, et que nous souhaitons entendre plusieurs associations. L'objectif de nos travaux est de fournir à chaque membre de la délégation les éléments du débat lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause lors de l'examen du projet de loi bioéthique par le Sénat, sur un sujet complexe qui transcende, bien entendu, les clivages politiques. Madame Agacinski, vous avez publié en juin dernier un essai dans lequel vous abordez les questions éthiques et politiques posées par les techniques de reproduction. Vous y manifestez notamment vos réserves quant à l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous estimez qu'à travers une telle évolution, je vous cite, on crée le rêve de l'enfant sur commande et vous déplorez que tout soit désormais justifié au nom des intérêts individuels et des demandes sociétales. Les dispositions adoptées dans le projet de loi bioéthique tendent ainsi à vous inquiéter. Selon vous, le schéma de la fabrication des enfants s'est substitué à celui de l'engendrement charnel. Nous souhaiterions donc que vous nous présentiez votre point de vue sur le projet de loi bioéthique adopté par l'Assemblée nationale et qui sera prochainement examiné par le Sénat. Quels sont selon vous les enjeux philosophiques et sociétaux posés par l'ouverture de la PMA à toutes les femmes? Madame Agacinski, vous avez la parole, puis nous vous poserons des questions pendant un temps d'échange. Vous excuserez mon expression, le circuit est un peu encombré. Je vous remercie. C'est bon. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices. Je suis particulièrement touchée d'avoir été invitée par vous à m'exprimer ici, notamment parce qu'il s'agit d'une délégation aux droits des femmes et que depuis les débats sur la parité, en passant par, en allant jusqu'à, bien sûr, la question de la maternité de substitution et en passant par le système prostitutionnel, je suis extrêmement sensible et ces questions ne m'ont pas quittée. Question des droits des femmes et aussi question des violences faites aux femmes. Alors vous avez souhaité que nous abordions donc aujourd'hui la question de la PMA. C'est vrai que c'est une question extrêmement complexe dont je ne pourrais donner que quelques éléments de la réflexion qu'il serait nécessaire de faire sur ces questions. La proposition de loi du gouvernement vise, je cite, à élargir l'accès aux technologies disponibles en modifiant le Code de la santé publique et aussi en créant un nouveau mode d'établissement de la filiation. L'article approuvé par l'Assemblée déclare, je cite, « Tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou de toute femme non mariée, a accès à l'assistance médicale à la procréation, après une évaluation médicale et psychologique. » Première remarque, la très grande partie des arguments et commentaires exprimés dans la presse sur ce point reprend l'idée qu'il s'agit d'une ouverture et d'une extension à toutes les femmes de l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée, PMA. L'idée est reprise en boucle que la PMA aurait été jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer. Ça, c'est pour l'argumentation.
Or, cette notion de couple hétérosexuel est d'un usage purement rhétorique, car il s'agit en réalité de couples infertiles, ce qui n'est pas la même chose. Les techniques de PMA assistée, de procréation assistée, ont été jusqu'ici proposées pour lutter contre l'infertilité des couples et donc liées à un problème de santé médicalement diagnostiqué, affectant les capacités reproductives d'un des membres du couple. Il s'agissait donc nécessairement de couples mixtes. Désigner ces couples comme hétérosexuels vise en fait à les opposer aux couples homosexuels, à présenter la PMA comme un privilège accordé aux hétérosexuels et à éliminer tout critère médical dans l'accès à la PMA en considérant que les couples homosexuels sont victimes d'une discrimination. M. Jean-Louis Touraine, lui-même rapporteur de la mission parlementaire sur la révision de la loi bioéthique, affirme qu'il s'agit désormais, je cite, de mettre fin à une discrimination à l'égard des couples homosexuels. La discrimination est un motif très puissant et très efficace puisqu'elle signifie une atteinte au principe d'égalité. Mais cette référence n'est pas pertinente. Le Conseil constitutionnel a admis, comme vous le savez, qu'au regard de la procréation, les couples formés d'un homme et d'une femme ne sont pas dans la même situation que ceux qui sont formés de deux personnes de même sexe, et qu'une différence de traitement à cet égard ne porte pas atteinte au principe d'égalité. De même, le Conseil d'État a estimé que le fait de réserver l'AMP à des couples de personnes de sexes différents, leur sexualité, on s'en fiche complètement, souffrant d'une infertilité, n'était pas contraire au principe d'égalité. En réalité, la loi sur la PMA dépend, on le sait, d'une volonté politique qui est celle de répondre à une demande sociétale. Elle aboutirait donc à soustraire la PMA à des critères de santé et consacrerait par là même une sorte de droit à l'enfant, en dépit de toutes les dénégations qu'on a pu entendre. Je ferai trois remarques supplémentaires que je vais essayer de raccourcir, sinon je vais être trop longue, sur l'origine de la demande sociétale. Et ensuite, ce sera mon point A, et ensuite je parlerai de la légitimité de cette loi au regard de l'intérêt de l'enfant. Et enfin, j'évoquerai le bouleversement du droit civil et ses conséquences, en l'occurrence. Alors, bien sûr, le désir d'enfant est naturel, chacun en convient, il est profond, il est émouvant. Et on ne doit évidemment pas mettre en cause l'amour ou les capacités éducatives de ceux qui souhaitent devenir parents, quelle que soit leur orientation sexuelle. Néanmoins, la demande sociétale d'enfants adressée au système de santé, enfants conçus avec l'aide de tiers donneurs de gamètes, voire, j'y reviendrai, d'une mère porteuse, est récente et n'a rien d'évident. Et il faudrait, je ne le ferai que brièvement, mettre en évidence les conditions d'émergence de cette demande sociétale qui ne va nullement de soi. On pourrait citer, premièrement, une interprétation de plus en plus radicalement individualiste des droits de l'homme qui conduit à l'inflation de la revendication de droits subjectifs sans limite et sans autre limite en tout cas que celle des désirs individuels. Deuxième condition d'émergence, une idéologie ultralibérale qui pousse à l'extension, elle aussi sans limite, d'une société de marché, ce que Suppiot a appelé le marché total, et qui conduit à attribuer au corps humain et à ses parties une valeur d'échange, c'est-à-dire un prix. C'est une idéologie qui pousse à la production de marchandises, y compris dans le domaine de la procréation. Tel est le contexte qu'il faut considérer pour comprendre, au fond, que le désir d'enfant se traduise par une demande d'enfant. La question est néanmoins de savoir si notre système de santé et d'assurance maladie est capable de fournir gratuitement les mêmes prestations que ces entreprises internationales qui répondent à la demande d'enfants, mais qui la suscitent également. On sait par exemple que les dons de sperme sont actuellement insuffisants, alors que dans le cadre médical actuel, 4% seulement des couples mixtes ont besoin de ce don, grâce à l'injection directe des spermatozoïdes dans l'ovule. Si l'IAD pour toutes est adopté, les médecins prévoient déjà, je cite, une pénurie de sperme
au point que certains suggèrent d'indemniser les donneurs, entre guillemets, ouvrant la voie au marché des gamètes dans notre pays et en contradiction absolue avec le principe de non-marchandisation des éléments du corps humain. Je passe sur un autre élément d'ordre idéologique qui favorise l'émergence de la demande dont nous parlons, c'est évidemment les théories de la déconstruction de la différence sexuelle. Si le sexe, comme dit Judith Butler, n'est rien d'autre qu'une construction sociale, alors le père et la mère sont équivalents et interchangeables. Et on voit bien que la présence de cette théorie est très forte dans les discours qui soutiennent, au fond, le côté superflu du père ou le fait que le père ou la mère, finalement, ça revient exactement au même. Je passe au deuxième point sur l'intérêt de l'enfant par rapport à cette demande. Le 29 mai 2018, dans une tribune publiée par Libération, les députés En Marche déclaraient « L'extension à toutes de la PMA n'enlèvera aucun droit à personne ». Et la ministre de la Santé, Madame Buzyn, déclarait que la PMA pour toutes était une chance pour la société et même un privilège. Devra-t-on également considérer qu'il s'agit d'une chance et d'un privilège pour les enfants? C'est moins sûr. Car la PMA pour une femme seule ou un couple de femmes privera a priori l'enfant de la double filiation paternelle et maternelle accordée normalement à tout enfant en général, sauf exception due aux circonstances de sa naissance. De plus, selon le CIDE, tout enfant a le droit de connaître ses origines et, selon nos lois, il a celui d'effectuer éventuellement une action en recherche de paternité et ce recours sera interdit à l'enfant né d'une PMA pour une femme seule ou un couple de femmes. Il sera impossible. Alors bien sûr, il existe beaucoup de familles monoparentales, situation qui est loin d'être toujours facile, mais enfin, elle dépend uniquement de la responsabilité des auteurs de l'enfant, et d'ailleurs en général de la défaillance du géniteur. Alors on peut se demander s'il appartient à la loi elle-même d'instaurer des modes de procréation artificielle et d'établir des filiations unilatérales, exclusivement maternelles, qui priveront l'enfant de toute filiation paternelle possible. Ce n'est pas le cas, notez-le bien, des enfants qui sont nés d'un don de sperme dans le cadre d'une procréation assistée pour un couple infertile. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de deux mères, on peut donc craindre que celui-ci ne se sente un jour exclu des règles communes et ancestrales de la parenté, avec ses deux lignées maternelle et paternelle. Il pourrait se sentir victime d'un préjudice et même d'une inégalité de conditions délibérément instituée. Sur ce point, la levée de l'anonymat des dons de gamètes est-il de nature à supprimer ou atténuer l'inégalité entre les enfants résultant de la création de ces nouveaux régimes de filiation? Le malaise éprouvé par un certain nombre d'enfants nés d'un don de sperme anonyme a changé la vision du don de gamètes, puisqu'avant on disait que le don était fait au couple infertile, et on parle maintenant de l'enfant et de son donneur, c'est-à-dire que finalement le don apparaît comme un don à l'enfant, don de vie à l'enfant et non plus aux futurs parents. Cela est lié bien entendu aussi au malaise exprimé assez souvent des enfants nés d'un don, même dans des couples infertiles mixtes, par rapport à la recherche de leur identité. En France, ce don interdit par principe l'établissement de relations institutionnelles entre l'enfant et le donneur. Or, on entend aujourd'hui que les femmes qui, sans souffrir d'infertilité, soulignent qu'elles excluent que le donneur puisse s'immiscer de quelque façon dans leur vie privée. On soutient même l'idée que le père n'est pas nécessaire et qu'il est finalement proprement superflu. Mais en même temps, face à la demande de l'enfant, on se trouve obligé de redéfinir le rôle du géniteur-donneur ou du donneur-géniteur. Pour ce faire, on bricole, si j'ose dire, des solutions assez approximatives entre
la possibilité pour l'enfant d'accéder à sa majorité à des informations non identifiantes sur son donneur, mais alors si elles sont non identifiantes, en quoi ça concerne vraiment l'identité, on peut se demander. Et puis celle de connaître un jour le nom et l'identité complète de son géniteur, voire de communiquer avec lui via une plateforme en ligne, par exemple. Au fond, j'ai l'impression qu'on cherche à réparer un préjudice que peut-être il aurait été plus simple de ne pas créer. Je ne sais pas, et je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas s'il existe de bonnes solutions en l'espèce. Pour répondre au malaise des enfants, on peut penser que le donneur de gamètes pourrait être invité à laisser à l'enfant une lettre, parce que ça fait sens, dans laquelle, ou même d'une femme s'il s'agit d'un don d'ovocytes, dans laquelle, mais ce n'est pas notre sujet, dans laquelle le donneur exprimerait le sens de son geste et où figureraient effectivement certains éléments de sa personnalité, de son histoire et de sa santé. Cette démarche permettrait en effet de personnaliser l'origine de l'enfant, son origine charnelle, biologique, sans la confondre avec la parenté. J'ajouterai néanmoins que la parenté bilatérale et bisexuée institue normalement à l'enfant, ou traditionnellement, à l'enfant, fille ou garçon, institue l'enfant comme fille ou garçon, parce qu'elle lui signifie sa propre incomplétude, sa limite et sa finitude. En effet, nul n'incarne l'humain à lui tout seul, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas être en même temps père et mère. C'est pourquoi l'effacement institutionnel et symbolique de l'altérité sexuelle dans la filiation risque de compromettre la construction intellectuelle, mentale, psychologique de la différence entre le même et l'autre, et donc l'identité personnelle, parce que l'altérité est la condition même de l'identité et du même. Il n'y a pas d'identité sans altérité. Mais il est vrai, je l'évoquais tout à l'heure, que ce genre de considération ne trouble pas ceux qui théorisent la neutralisation de la différence homme-femme et qui ne voient aucun inconvénient finalement à ce que l'enfant ne se situe pas d'un côté ou de l'autre de la différence sexuelle. Alors je voudrais, dans mon troisième grand point, évoquer maintenant ce qui s'apparente quand même à une révolution dans le droit civil. Avec l'institution du lien de parenté doublement féminin, c'est la structure même de la parenté qui sera en réalité bouleversée. Comme l'avait annoncé la garde des Sceaux, il s'agit bien d'une véritable révolution, puisqu'il s'agit de construire une filiation maternelle dite d'intention, détachée de toute référence aux conditions naturelles ou artificielles de la procréation. Je relis l'article qui concerne les conditions de la filiation pour un couple de femmes. Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, dans les conditions, etc. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Je souligne donc volonté de devenir parents. Article suivant, la filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. Les conséquences de cette formulation me paraissent tout à fait considérables. D'une part, parce que l'établissement de la filiation d'un enfant à l'égard de deux femmes déclarées mères à égalité rompt, je l'ai dit, avec la structure bilatérale masculine et féminine de la filiation en général. Le projet parental de deux femmes abandonne la structure des relations biologiques géniteur-génitrice, qui, selon Lévi-Strauss, est le modèle sur lequel sont construites les relations de parenté. Autrement dit, la double lignée maternelle-paternelle. L'analogie de structure entre procréation et filiation disparaît au profit d'une filiation, en l'occurrence, qu'il faut bien dire, invraisemblable, et qui n'est possible actuellement que par l'adoption. D'autre part, l'accouchement, dans le cas que nous venons de voir, donc, cesse de valoir comme un fondement de la filiation maternelle, puisque l'une des deux femmes du couple, celle qui n'a pas accouché, est désignée comme la mère au même titre
que celle qui a porté l'enfant et l'a mis au monde. Alors, pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'une fois reconnu dans notre droit le principe de la double parenté intentionnelle, c'est-à-dire volontaire, on pourra l'invoquer aussi pour l'appliquer aux couples qui auront eu recours, par exemple, à une mère porteuse à l'étranger, qu'il s'agisse d'un couple mixte ou d'un couple d'hommes, par exemple. Alors, ça me paraît très grave parce qu'on sait par ailleurs que la GPA est bel et bien une possibilité souhaitable pour ceux qui admettent le principe d'une GPA éthique, entre guillemets, et qui, comme Jean-Louis Touraine, annonce tranquillement qu'on y viendra dans quelques années. Je pense que la loi sur la PMA permettra et aidera à y arriver. En effet, tout cela est cohérent parce que l'établissement de la parenté sur la volonté de devenir parent est directement inspiré par le modèle de la parenté intentionnelle tel que l'a admise ou tel que l'admet la Cour de justice californienne. Les intended parents, les parents intentionnels, désignent en effet les clients d'une mère de substitution, et ça a été construit à partir des conflits judiciaires entre les parents d'intention et une mère porteuse. Donc, et les clients ou les commanditaires de l'enfant via une surrogate mother, c'est-à-dire du couple qui figurera sur l'acte d'état civil comme les parents légaux de l'enfant. L'enfant, dit la Cour américaine, et c'est très remarquable, est considéré comme appartenant à ceux qui l'ont conçu, ceux qui en ont fait le projet parental, belonging to. Et c'est la décision 93 Johnson versus Calvert. L'avocate Caroline Mécari déclare d'ailleurs sans sourciller que si la mère porteuse ne figure pas sur l'état civil de l'enfant, elle n'existe pas en droit. Je croyais, il y a encore peu de temps, que la PMA pour toutes ne constituerait pas un premier pas vers la GPA. Je pense que c'est aujourd'hui illusoire, vu justement le discours de ceux qui soutiennent le projet et qui ont contribué à l'élaborer. Les promoteurs de la PMA pour toutes aujourd'hui, je cite, et je vous ai apporté quelques documents que je vous laisserai, ils sont là, considèrent que la GPA, je les cite, fait partie des techniques de procréation assistée, PMA. Technique rendue possible par les progrès de la médecine. C'est tout à fait précisé dans le programme d'un colloque qui a eu lieu en février 2018. La lecture de ce programme, auquel participaient les personnes que je viens de citer, la lecture de ce programme est très instructive, déjà parce qu'elle montre que le mot technique de procréation assistée recouvre plusieurs méthodes de procréation et fait complètement l'impasse sur le fait que certaines de ces méthodes utilisent le corps d'autrui, que ce soit à travers le don ou le marché. Et j'ai remarqué que de manière très générale, dans tous les textes que nous lisons à ce propos, on remplace la notion de méthode qui implique également une pratique sociale, celle du don de gamètes ou recours à une mère de substitution, et on habille tout cela de la notion de technique, et même de technique médicale. Donc on fait complètement abstraction de l'usage des tierces personnes, ce que j'appelle parfois le tiers corps, nécessaire aux procréations assistées. Sans surprise, les mêmes auteurs dans le programme se plaignent du regard moral porté sur la GPA et sur les problèmes juridiques que rencontrent à leur retour en France les couples qui ont eu recours à une mère porteuse à l'étranger. La transcription automatique des états civils des enfants nés dans ces conditions est, tout le monde le sait, le cheval de Troie des partisans de la GPA en France. Comment en effet maintenir dans notre pays un dispositif d'interdiction alors que ceux qui ont contourné la loi seront reconnus comme parents légaux en rentrant dans notre pays, comme si rien ne s'était passé? Et donc, la construction de la parenté intentionnelle sera directement utilisable pour progresser vers la GPA. Je n'insiste pas sur le fait que cette
pratique de la GPA s'apparente à une forme inédite de servitude et même de réduction en esclavage, puisque d'après la Société des Nations en 1926 et le Code pénal en France, la réduction en esclavage définit le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Donc, louer un corps, acheter les droits familiaux, acheter une filiation maternelle, tout ça relève finalement, et acheter l'enfant, tout ça relève d'une forme d'appropriation de la personne humaine. C'est pourquoi parler de GPA éthique, comme le font les tenants de cette pratique, est un véritable scandale. Mais je conclurai, pour laisser place au dialogue, en disant que la prétendue bioéthique et les lois prétendument bioéthiques ne sont pas la preuve qu'on se soucie réellement d'éthique. Parce que ceux qui sont veillés à ce que l'éthique soit respectée, comme par exemple le Comité consultatif national d'éthique, affichent eux-mêmes un relativisme désabusé à l'égard de l'éthique comme de la morale. À chacun son éthique, a déclaré le président du CCNE. Alors, peut-être vient-il aux parlementaires eux-mêmes de rappeler, c'est ce que j'espère, que l'éthique est un terme d'origine grecque que Cicéron a traduit par le mot moral. En philosophie, c'est la recherche d'une sagesse pratique. Ça vient d'Aristote. Mais cette recherche exprime une exigence qui n'est pas seulement le souci de soi, qui n'est pas seulement le souci d'autrui, tel que je conçois ce souci d'autrui. Elle est avant tout, et c'est ce que soulignait Aristote, qui a été repris par Paul Ricoeur, c'est le souci avant tout des institutions justes. Et là, je suis toujours Aristote, comme les hommes en particulier, les particuliers, vous et moi, chaque sujet, chaque individu, ont tendance à suivre leurs intérêts particuliers bien plus que le bien commun et les institutions justes, eh bien, la recherche éthique est avant tout nécessaire aux législateurs. C'est ce que disait Aristote. Je m'arrêterai sur ce point. Merci beaucoup pour cet exposé qui forcément lance nos travaux de la délégation sur le projet de loi bioéthique qui arrivera au Sénat plutôt en début d'année prochaine. Donc vous l'aurez compris, chers collègues, Madame Agacinski n'est pas favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, puisque les arguments ont été développés à la fois sur l'éthique et sur la sagesse. Donc si je reprends vos derniers propos, vous en faites appel à la sagesse du Sénat. En général, nous sommes réputés pour être sages. Je ne sais pas si la sagesse interviendra sur ce projet de loi bioéthique, puisque, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la position sur ce projet de loi bioéthique sera véritablement une position très personnelle et qu'il n'y aura pas de position, évidemment, de la délégation aux droits des femmes. Vous avez fait référence à cette demande sociétale qui est forte, bien entendu, au droit à l'enfant qui passe peut-être avant le droit des enfants, c'est souvent les arguments qu'on a pu entendre aussi, et sur la filiation, la construction de cette filiation qui est une filiation intentionnelle et qui change complètement l'échiquier enfin, si je peux me permettre ce terme, de la filiation telle qu'on l'a connue jusqu'alors. Vous avez quand même, dans vos propos, mis en garde les collègues qui sont présents et les sénateurs et sénatrices par rapport à cette PMA qui serait désormais autorisée à la fois aux couples de femmes et aux femmes seules par rapport à ce risque de marchandisation du corps et également ce risque d'esclavage du corps. Et donc, selon vos propos, finalement, l'ouverture de cette PMA serait l'ouverture inéluctable dans un second temps à la GPA, même si beaucoup de parlementaires qui défendent aujourd'hui la PMA pour les femmes en couple et les femmes seules se gardent bien d'être pro-GPA. Mais
c'est un risque et vous l'avez développé dans votre propos, donc je vous remercie. Je vais demander aux collègues s'ils souhaitent intervenir après cet exposé assez philosophique sur l'affiliation, sur la société et sur les enjeux de cette loi bioéthique. Alors il y a notre collègue Victoire Jasmin, qui est sénatrice de Guadeloupe, qui souhaite intervenir. Je lui cède immédiatement la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre éclairage et votre point de vue concernant ces problématiques sur lesquelles nous allons pouvoir bientôt travailler dans le cadre de la proposition de loi qui nous est proposée. Oui, alors je respecte votre point de vue, mais je crois que la médecine a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les mentalités aussi, et nous sommes justement en tant que partenaires confrontés justement d'une part à des problématiques qui sont réelles par rapport à des personnes qui ont un désir d'enfant et qui ne sont pas forcément en capacité pour diverses raisons. Hein. Donc il y a des personnes qui sont confrontées à cette situation parce qu'elles sont contraintes du fait de leur pathologie, parce qu'il existe aussi des situations pathologiques qui font que des personnes ne sont pas en capacité de devenir des parents. Il y a des personnes qui ont fait le choix de vivre, de constituer un couple, quel qu'il soit. Hein. Il y a plusieurs modalités aujourd'hui, et là, je tiens à respecter. Et je crois qu'on doit évoluer, parce que nous sommes ici en train de discuter, alors que dans le monde, il y a bien des endroits où il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà recours à ces différentes techniques, comme vous le dites, même si dans la façon d'appréhender et au niveau de la sémantique, vous regrettez qu'il y ait, dans le mot technique, qu'il n'y ait pas forcément le près du corps, entre guillemets, comme vous l'avez dit. Je crois que nous devons évoluer, nous devons tenir compte de l'évolution de la société et que maintenant que partout dans d'autres pays, il y a déjà une façon de légiférer, mais des pratiques même, et beaucoup de Français ont recours à ces pratiques, à ces techniques ailleurs qu'ici en France. La deuxième chose, vous avez évoqué la défaillance des géniteurs. Donc, dans une partie de votre intervention, concernant les hommes qui n'assumeraient probablement pas leur paternité, voulue ou quelquefois méconnue, mais il y a également des femmes qui mettent au monde des enfants sous X. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir et je crois que nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour, d'une part, satisfaire les besoins de toutes les personnes qui auraient probablement recours à ces techniques parce qu'elles en auraient besoin, mais aussi effectivement, je suis d'accord pour que nous puissions également légiférer pour la filiation, pour que les choses soient toutefois beaucoup plus claires que dans l'opacité actuelle, parce qu'il y a effectivement besoin de légiférer pour que l'enfant qui naîtrait ne serait pas victime en quelque sorte des choix que nous ferions ou que nous ne ferions pas. Merci. Merci, chers collègues. Alors, comme vous le voyez, Madame Agacinski, je pense que tous les avis se retrouveront différents dans la délégation. Notre collègue Victoire Jasmin motive son argumentaire par rapport à cette demande sociétale, par rapport à ce qu'il existe dans d'autres pays étrangers et par rapport à ce droit à l'enfant, cette volonté d'avoir des enfants. Donc, je vous laisse répondre à cette première intervention de Victoire Jasmin. Merci, Victoire. Micro, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Merci, Madame. Vous dites il faut évoluer. Pourquoi il faut évoluer? Est-ce que c'est toujours bon d'évoluer? Pour ma part, j'ai tendance à me méfier d'une forme de progressisme inconditionnel. C'est vrai que tout progrès d'un côté provoque souvent des dégâts de l'autre. Victor Hugo disait le progrès, c'est une roue à double engrenage qui fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un. Là, il ne s'agit pas de quelque chose, bien entendu. Le progrès, les progrès, y compris les progrès des sciences et des techniques, l'histoire nous en donne 1000 exemples, sont très souvent porteurs de grands malheurs. Donc, il y a des tas de domaines
dans lesquels progresser scientifiquement et techniquement revient parfois à régresser sur le plan social. Vous voyez, par exemple, dans l'époque du travail à la chaîne, le remplacement des machines, le remplacement des hommes par les machines, etc. La notion de progrès n'est plus aujourd'hui quelque chose qu'on puisse prendre de manière simple. Les progrès de la médecine sont sans doute ce qui illustre le mieux, finalement, la valeur des progrès techniques et scientifiques. C'est certain. Mais nous ne sommes pas ici, dans le domaine de la procréation, dans le cas du soin, dans le cas de la santé. Alors, certes, on peut parler aussi du bien-être, du bonheur, etc. Bon, reste à savoir le bonheur de qui, à quel prix, avec quel effet. Donc, je peux difficilement partager l'idée d'un progressisme en quelque sorte automatique ou inévitable. Et je crois plutôt que l'évolution de la société dont vous parlez à juste titre est une évolution, je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure ce premier point, mais qui est tributaire en fait de mon point de vue, d'une autre évolution, qui est le mouvement, alors comment dire ça, le mouvement du règne, en quelque sorte, non seulement des technosciences, mais de la productivité dans tous les domaines. Et pour moi, ça se rattache tout simplement à l'ultralibéralisme, au capitalisme sans limite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on a développé tellement les techniques de procréation, je ne dis pas assistée dans le reste du monde, mais de procréation, les biotechnologies de la procréation, c'est pour alimenter un immense marché, qui est le marché de la procréation, dans lequel tout s'achète et se vend, toutes les cellules, les organes, les ventres maternels, etc. Je n'ai pas le temps de donner ici tous les exemples, mais tout le monde les connaît. Ce qui conduit en quelque sorte à cette évolution sociale que nous constatons, c'est le fait qu'aujourd'hui, un philosophe disait, aujourd'hui être, ça veut dire être produit ou reproduit. Nous sommes à l'ère de la reproductibilité de toute chose. Non seulement en raison des développements des techniques, mais en raison du besoin des marchés, pour que les marchés progressent, s'étendent, trouvent toujours de nouveaux clients. Il faut produire toujours de nouveaux produits. Et parmi ces produits, entre guillemets, passez-moi l'expression, eh bien, il y a les enfants. Et c'est à cause de ce développement d'un capitaliste assis aussi sur un ultralibéralisme et individualisme qui fait que tout à coup, l'enfant devient un produit qu'on peut commander. C'est ça qui explique d'une certaine manière le développement de cette fameuse demande, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ne souffrent pas, bien entendu, d'infertilité d'origine pathologique. C'est parce que l'enfant nous est présenté partout dans le monde, parce qu'il est accessible par des moyens financiers à côté de chez nous ou beaucoup plus loin, qu'on dit mais pourquoi pas nous, si vous voulez. Et c'est là qu'une analyse du monde contemporain tel qu'il est éclairante pour relativiser un petit peu l'idée que le désir d'enfant, tout à coup, de lui-même, à lui tout seul, se développerait en quelque sorte. Et donc, la question des intérêts de l'enfant doit continuer de nous occuper, même si on n'est pas censé s'aligner au fond sur le droit international. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, le droit international, le droit d'autres pays. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire peu à peu, sous la pression de la CEDH, certes, mais c'est ce qui a fait que, enfin, c'est ce que j'explique dans mon dernier écrit, que la Cour de cassation, au départ, a été tout à fait impeccable, notamment sur la question de la maternité de substitution, et puis elle a cédé depuis 2013, mais sans arrêt, pour finalement se plier au droit californien et dire, bon, bah, si un homme a apporté son sperme, évidemment, il est père, même s'il a utilisé une mère porteuse, etc. Je ferme cette parenthèse. Je n'ai pas voulu dire tout à l'heure
que la PMA pour toutes conduirait inéluctablement peut-être à la GPA. Ce que j'ai voulu dire et que je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est que le dispositif selon lequel on va établir la filiation d'un enfant à l'égard de deux femmes permettra, contribuera, pourra aider à aller vers une légalisation de la GPA, d'abord à l'étranger, puis dans notre pays. Merci beaucoup pour cette première réponse à l'intervention de notre collègue Victoire Jasmin. Chantal Decenne souhaitait intervenir. À vous, chers collègues. Merci Madame la Présidente, merci Madame pour votre exposé et pour vos propos qui ont une certaine résonance en moi. Alors, sans remettre en cause la capacité des femmes et des couples de femmes à donner de l'amour à des enfants et à les éduquer correctement, sans tenir compte de l'orientation sexuelle de ces mêmes femmes, vous disiez que ce projet de loi bioéthique au travers de la PMA était une réponse à une demande sociétale. Et il me semble, en tout cas, c'est comme ça que je l'exprime, c'est pas parce que médicalement, scientifiquement, techniquement, c'est possible que c'est souhaitable. Est-ce que c'est vraiment une évolution pour la société? Ça, c'était la réflexion. J'ai deux questions. Vous avez commencé à les aborder un petit peu en disant que la PMA, ça pouvait être un marchepied à la GPA, et en particulier en ce qui concerne, c'est la question que je vous pose, sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Comment on pourrait accepter que les femmes aient accès à l'enfant et satisfassent un désir d'enfant, et que les hommes ne pourraient pas y avoir accès? Derrière, il y a le problème de la marchandisation du corps des femmes. Et puis, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est le statut des enfants français ou de parents français qui sont nés par GPA. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre, Madame Agacinski. Bien entendu, les enfants nés par GPA à l'étranger méritent toute l'attention du législateur. Simplement, dans toute cette histoire, comme d'habitude, c'est les mots qu'on a utilisés, les choses qu'on a dites qui étaient biaisées toujours. On a dit, par exemple, tout le monde a présent à l'esprit le cas de la famille Ménesson, tout le monde a dit ces enfants n'ont pas de papier, ce sont les fantômes de la République, ils ne peuvent pas mener une vie familiale normale. Tout cela était faux, tout cela relève d'une propagande. Les enfants de la famille Ménesson sont rentrés en France avec des passeports américains, ce qui déjà indique qu'aucun problème n'existait pour cette famille. Ensuite, même là, la CEDH a dit qu'ils peuvent mener une vie familiale normale tout à fait comparable à ceux des autres enfants, puisque, et ça c'était le premier geste à faire de la part de la France, personne n'a contesté l'autorité parentale de ces deux parents, qui étaient devenus parents dans les conditions que l'on sait. Les Italiens n'ont pas toujours fait ça, et ils ont contesté le droit même à être parent dans ces conditions, dans un certain cas. Donc personne n'a contesté cette autorité parentale. Les conditions étaient normales et en plus, même s'ils n'ont pas recouru à l'époque à la possession d'État, la loi sur la possession d'État permet à tout parent qui élève en France, notamment des parents français qui élèvent en France un enfant pendant plus de 5 ans, il est automatiquement... il devient automatiquement non seulement français, mais il a des papiers français. Donc, si vous voulez, le problème a été posé alors que ce n'était pas un véritable problème et que les enfants ne rentrent pas en France sans avoir des papiers qui leur viennent de l'étranger. Ensuite, l'État doit-il dire, eh bien, vous avez contourné la loi, vous avez transgressé ce qui me paraît à moi, et à beaucoup d'autres quand même, et notamment à beaucoup de femmes, une transgression majeure
hein, qui consiste à... Bon, je ne reprends pas les arguments. Vous avez transgressé la loi, vous revenez et vous considérez que rien ne s'est passé, que c'est le droit français qui a tort. Et que le droit français doit dire, ben oui, vous êtes les parents, vous avez utilisé une mère porteuse, mais on ne veut pas le savoir. C'est d'ailleurs ce qu'on fait maintenant, pratiquement. On ne veut pas le savoir, vous êtes les parents. Bien entendu, la conséquence, c'est qu'on ne pourrait pas continuer à sanctionner, par exemple, si on pense qu'il faut le faire, cette pratique en France, si on ferme complètement les yeux lorsqu'elle a lieu à l'étranger. Ça ne tiendrait pas. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'autres, j'ai considéré qu'il fallait créer pour les enfants les meilleures conditions possibles à leur vie en France, bien entendu, mais qu'il ne fallait pas pour autant considérer comme allant de soi, donc transcription automatique ou transcription très facilitée, considérer les parents comme les parents selon la loi. Bon, est-ce que j'ai répondu suffisamment à votre question sur ce plan-là? Je vais revenir à la première. Je laisse évidemment de côté des tas de choses qu'il faudrait préciser ici. Mais dans le cas précis de cette affaire qui a défrayé la chronique pendant des années, qui rappelait que M. et Mme Menson étaient les présidents d'une association qui militait activement pour la légalisation des mères porteuses en France, qui a rappelé que leur association Clara était occasionnellement subventionnée par une agence de mères porteuses en Californie? Personne. Tout cela a été étouffé, enrobé, et tout ça contribue très largement à fausser la formation de l'opinion en France. Alors, sur l'égalité entre hommes et femmes, oui, alors ça c'est une question immense, précisément parce qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes du point de vue de la procréation. Eh bien non. Non, parce que, comme le disait Françoise Héritier, la fécondité, c'est la source même de la définition de la différence sexuelle. C'est parce qu'il y a une fécondité des relations hommes-femmes que, au fond, l'humanité a distingué les hommes et femmes. C'est le pilier, c'est le noyau. Tout le reste, c'est assez superficiel, finalement. Ce n'est pas les deux sexes qui font qu'on va dire ils peuvent procréer. Non, c'est parce qu'il y a une possibilité de procréation que les deux sexes ont été définis en tant qu'individus distincts au sein de la même espèce. Donc c'est un premier point, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. La conséquence, c'est que, par exemple, on parle globalement du don de gamètes. Par exemple, on dit les dons de gamètes. Quand on fait ça, on met entre parenthèses cette asymétrie très forte entre le don de gamètes pour un homme et le don de gamètes pour une femme. Ça, vous me direz, ça sera plutôt favorable au don de sperme plutôt qu'au reste. Mais le corps féminin n'est pas du tout concerné et impliqué dans la procréation de la même façon que le corps masculin. La seule participation du corps masculin à la procréation artificielle ou assistée, c'est le don de sperme. Bon, on s'accordera à considérer que, certains disent un prélèvement, mais enfin c'est un don qui n'implique aucune intervention chirurgicale, qui n'est pas douloureux, pourrait-on dire. Bon. Au contraire, le don d'ovocytes, lui, va complètement à l'encontre de la nature du corps féminin, puisque les ovocytes n'ont aucune vocation, contrairement au sperme, à sortir du corps féminin, si j'ose dire. Donc il faut aller les extraire, comme dit Testard. Il faut une intervention chirurgicale, il faut une anesthésie, il faut une stimulation ovarienne toujours dangereuse. Et plus elle est forte, plus elle est dangereuse. Je vous passe les conséquences pour la santé qui ne sont pas du tout négligeables. Autrement dit, ça explique pourquoi un certain nombre de pays ne placent pas sur le même plan le don de gamètes, ne règlent pas de la même façon le don de gamètes dans le cas du sperme et le don d'ovocytes. Et quand, évidemment, à la GPA, ça s'apparente en aucun cas à un don, et là, on voit bien qu'il n'y a aucune équivalence possible entre
la génération, comme on dit classiquement, la procréation côté masculin et la procréation côté féminin. C'est ce qui explique que ce sont les femmes qui sont à nouveau sollicitées pour l'essentiel de toutes ces techniques de procréation et qui font aussi que la procréation est de plus en plus médicalisée, y compris pour les femmes qui n'en ont aucun besoin. Il y a des femmes aujourd'hui qui s'inquiètent, qui pensent déjà à faire une fécondation in vitro alors qu'on leur dit, ou qu'on ne le dit pas assez, qu'elle n'a pas beaucoup de chances de réussite. En définitive, les réussites sont faibles. Donc, cette hyper-médicalisation du corps féminin, elle a des conséquences non seulement dans la PMA, mais elle a des conséquences pour toutes les femmes, finalement, qui de plus en plus sont tentées de voir la procréation comme un processus hyper médicalisé. On les pousse maintenant, mais ce n'est pas notre sujet, à conserver dans le froid leurs ovocytes, etc. Mais c'est un autre sujet. Merci. Alors, j'ai 2 demandes de parole. Donc, notre collègue Françoise Laborde et ensuite Françoise Cartron. Merci Madame la Présidente, merci Madame pour votre exposé. Alors, c'est vrai qu'au niveau philosophique, il est très clair. Au niveau médical, par moments, je vous perds. Mais c'est aussi pour ça aussi qu'on a ces différents rendez-vous, aussi bien avec vous qu'avec des médecins ou autres, pour se faire notre propre opinion. Moi, j'ai plusieurs remarques, parce que c'est vrai qu'envie d'enfant, besoin d'enfant, désir d'enfant, on évolue aussi chacun en fonction de sa vie personnelle. Et parfois, on entend « Et si tu faisais un petit 3e, ça sauverait ton couple ». Donc j'ai envie de dire parfois, c'est pas pire que la PMA. Ou bon. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est peut-être pas très philosophique, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend. J'ai aussi envie de vous dire que moi, a priori, donc mon idée aujourd'hui, c'est d'être plutôt Vous dites, pardon, excusez-moi, pour la PMA. J'ai pas compris. C'est pas pire que la PMA, ça veut dire que pour l'enfant, c'est pas génial de le faire dans Non, ces mais conditions. oui, parce que ça n'empêchera pas un divorce, ça n'empêchera pas, et le gamin, il sera pas plus heureux. C'est pour ça que Oui, voilà. mais le législateur ne sera nullement en cause. Oui, voilà, mais bon, faut voir si on se met du côté de l'enfant, comme vous avez l'air de le faire, ou si on se met du côté du législateur. Donc là, le législateur interviendrait et pourrait donc changer le texte de loi, ou la loi, la future loi. C'est pour ça que c'est intéressant cette discussion. Donc moi, a priori, aujourd'hui, à l'instant T, je suis plutôt pour la PMA. Et avec, c'est vrai, vous avez beaucoup parlé de GPA, mais je crois que c'est quand même... Donc c'était intéressant ce que vous avez dit sur le détournement de la loi. Ça, c'est vrai, que puisque c'est voilà, il y a des dossiers comme ça qui traînent des années, et on s'est laissé porter, on en discutait par ce qui se dit, et on ne fait pas toujours peut-être assez attention. Donc ce que vous avez dit était très intéressant, parce que les enfants, enfin l'enfant a pu revenir en France sans problème, la famille a pu revenir en France, et tout ce qui était autour très médiatique n'est peut-être pas très bien dans le cadre du détournement de la loi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, je trouve. Voilà. Par rapport à la GPA, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai été élue sénatrice, donc en 2008, assez vite, Michèle André était présidente de la délégation aux droits des femmes, et elle avait proposé donc un texte sur la GPA, dans un cas très particulier. Au Sénat, oui. Au Sénat, qui 2010. était donc par rapport aux filles dont les mamans avaient pris du Distilbène pendant la grossesse et qui donc n'avaient pas d'utérus, etc. Et moi, je l'avais signé, ce texte. Donc voilà, vraiment dans un cadre précis, parce que je m'étais dit oui, peut-être. Et en même temps, jamais je ne pourrais être mère porteuse, parce que moi, quand je porte un enfant, il est à moi, il est surtout pas à quelqu'un d'autre. Donc après, c'est vraiment l'éthique, la législation et sa possibilité de faire ou de ne pas faire. Mais aujourd'hui, je pense que je ne re-signerai pas ce texte. Parce que c'est vrai que si on permet l'ouverture de la GPA à une certaine catégorie, on peut tout de suite aller plus loin. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on mélange PMA et GPA. Voilà. Donc, tout ce que vous dites sur la PMA ou tout ce que vous pensez, c'est très bien, chacun se fait sa propre opinion. Mais le ramener toujours à demain, peut-être la GPA, ça me gêne parce qu'on se fait peur.
Et donc, ce sont des techniques que je n'ai pas envie d'utiliser. Merci, chers collègues. Donc, je vais vous laisser répondre à Françoise Laborde et ensuite, pour terminer, nous aurons l'intervention de Françoise Cartron. L'herméneutique de la peur n'est pas toujours mauvaise. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous fait peur souvent pour un certain nombre de choses avec des épouvantails lointains pour faire passer comme une lettre à la poste les autres évolutions qui sont en train d'avoir lieu maintenant. Donc, moi, si j'ai insisté, c'est pas que je vois de la même façon la PMA pour les femmes et la GPA pour les hommes, parce que ce sont eux qui militent depuis très longtemps pour la GPA, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est simplement comment le dispositif, je me répète, mais comment le dispositif pour établir l'affiliation à l'égard de deux personnes de même sexe préparait de fait le terrain pour la GPA. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Maintenant, on a vu, vous rappelez le début des débats sur la GPA, où il était question des femmes sans utérus, et uniquement de cela. Encore que certains disaient déjà, oui, ce sera aussi utilisable, comme Elisabeth Badinter, ce sera utilisable aussi pour des couples d'hommes. Mais la plupart disaient non, 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 c'est pour des femmes sans utérus. Il était tout à fait clair. Je dis ça parce que j'avais participé à un colloque à l'hôpital Necker avec environ une quarantaine de jeunes femmes atteintes du syndrome de Meyer-Rokitansky, donc sans utérus, et j'ai pu m'apercevoir que ce n'était absolument pas les femmes sans utérus qui militaient. Quelques-unes se posaient la question, la plupart considéraient que l'absence de vagin était beaucoup plus grave que l'absence d'utérus, et toute la concentration des progrès médicaux était orientée vers ça, d'autant que, comme le disait un certain nombre de femmes, une idéologie aussi était en train de revenir, nous disant que pour être une femme, il faut absolument avoir un enfant, chose que les femmes de ma génération ne voyaient pas sous cet angle. Il y a là aussi une sorte de tout à coup, on va pouvoir le faire, et donc vous devez absolument le faire, vous devez utiliser tous les moyens pour le faire. Et je me souviens que pendant longtemps, je me posais la question pour les femmes sans utérus, et un beau jour quand même, je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, les femmes sans utérus, ça s'appelle des hommes. Et ça, je ne l'avais pas réalisé tout de suite. C'est pour dire que, mais oui, et oui, c'est pour dire que je crois à une théorisation très organisée pour arriver là où on veut arriver. Et pour revenir à la peur, il ne s'agit pas tant de peur pour moi au fond que de responsabilité. Quand on parle de choix parentaux individuels comme le troisième enfant dont vous parlez, au fond, on fait allusion à la responsabilité des parents, de tout un chacun. Bon, et si on avait à évoquer cela, comme Bergman dans certains de ses films, notamment Scène de la vie conjugale, si on avait à parler de ça avec des amis, eh bien, on parlerait de leur responsabilité, on parlerait des conséquences sur l'enfant, on parlerait de peut-être l'illusion qu'il y a à réparer un couple avec un enfant, etc. Mais si on parle de la loi, alors il s'agit, et de la médecine, il s'agit des deux responsabilités. Responsabilité du système médical et responsabilité du législateur. C'est-à-dire, il s'agit effectivement d'une institution à la fois médicale, système de santé, etc., et d'une institution en termes de famille, de construction et en termes de droit. Et donc, la considération des enfants me paraîtrait devoir être considérée même en premier, être abordée en premier. Alors, une dernière intervention de notre collègue Françoise Cartron, et puis après, on pourra conclure cette audition. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame pour cet exposé. Alors moi, je voudrais revenir, vous venez de l'évoquer brièvement, où il y a 50 ans,
on n'avait pas dans la société cette même perception par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ce désir d'enfant. Vous dites et vous parlez du droit à l'enfant. Je pense qu'on a une société qui a beaucoup mis en scène, presque survalorisé pour une réussite familiale, d'avoir un enfant, 2 enfants, qui doivent être, qui est porté comme un objectif de vie. On se projette, on a donc des enfants, on construit un projet de vie, alors de vie familiale. Bien évidemment dans les couples hétéros, mais puisque nous avons eu une évolution par rapport à ce concept de la famille, on a eu ces dernières années, bien sûr, la reconnaissance, et on est allé jusqu'au mariage homosexuel. Donc, moi, je m'interroge, puisqu'on a évolué et on a glissé vers des modèles multiples de famille, comment peut-on aujourd'hui dire non à ce qui est un projet, à ce qui a toujours été un projet pour une vie familiale, un projet d'enfant, sauf si c'était des choix qui étaient assumés. Donc ça, et donc bien sûr, c'est comme cela que j'arrive à voir que s'inscrit la PMA. Plutôt que, alors je suis d'accord avec vous par rapport à l'hyper-individualisation de la société, à cette dérive aussi de la satisfaction des désirs qu'on peut avoir, et donc le désir d'enfant pourrait s'inscrire là-dedans. Donc mais si c'est un projet de vie à 2, quelle que soit la composition de ce couple, voilà, comment peut-on être... j'ai entendu vos réticences par rapport à la PMA, mais est-ce que ce couple ne va pas s'épanouir, quel qu'il soit, avec l'accueil d'1 ou 2 enfants, et est-ce que ces enfants ne seront pas épanouis et heureux au sein de cette famille, je dirais, que de type nouveau, que nous ne connaissions pas il y a 20 ou 30 ans. Merci, chers collègues. Alors, et pardon, je finirai sur la GPA, pour lequel je ne suis pas du tout favorable, mais je vais être obligée de parler d'un cas qui m'a touchée très près et je ne sais pas quoi répondre. Donc c'est un couple qui a eu un enfant. Enfin, ça paraît énorme tout ce que je vais raconter parce qu'ils ont cumulé tout. Ils ont eu un enfant qui est né avec un handicap. L'accouchement s'est très mal passé. La maman a dû être opérée et n'a plus d'utérus. Et elle a voulu, et donc cette famille avec ce double traumatisme, c'était devenu obsessionnel d'avoir un enfant pour ce couple, entre guillemets, et ils ont eu recours à une GPA aux États-Unis. Et j'avoue que, voilà, je suis un peu démunie quand ils me parlent de cet exemple de vie qui est très particulier, je le reconnais. Merci, merci chère Françoise. Peut-être prolonger ta première question par rapport au lien que tu faisais sur le mariage homosexuel avec qui finalement était ce que j'ai cru que tu voulais dire. En réalité, finalement, on a autorisé le mariage homosexuel. De quel droit on pourrait s'opposer désormais au désir d'enfant de ces couples homosexuels? C'est bien cette question. Donc, c'est un peu ça. À partir du moment où le mariage homosexuel, c'est une nouvelle famille, un nouveau type de famille. Si on peut considérer qu'un enfant peut être un projet de vie pour une famille, voilà, c'est là où j'en suis. Très bien. Donc, j'avais bien compris la question, mais je voulais la préciser pour dire que finalement, selon toi, le fait d'avoir autorisé le mariage homosexuel amène la PMA dans un deuxième temps, dans cette logique, peut-être. Voilà. Après, sur la deuxième intervention, c'est vrai que est-ce que la loi a pour objectif de s'adapter à chaque cas particulier? C'est une grande question. À vous, Madame Agacinski. Je comprends tout à fait votre émotion dans le cas que vous avez cité. Comment faire autrement que de s'émouvoir, de compatir et de se réjouir avec les gens qui se réjouissent? Simplement, l'émotion ne peut pas être ce qui guide le législateur. Pardon
pardon d'exagérer presque les choses, mais ça me paraît un fait. Vous me citez un exemple, mais moi, ça m'en rappelle un autre. Ça m'en rappelle un autre, qui est qu'il y a un certain nombre d'années, il y avait un reportage à la radio sur une mère porteuse qui, elle, avait perdu son utérus en accouchant. Ça arrive. Et donc, la chose se retourne. De quel droit peut-on se servir en quelque sorte d'une mère de substitution et lui faire courir les risques de l'accouchement, dont on ne parle jamais d'ailleurs, puisqu'on a réduit la GPA à une gestation, à une fonction en quelque sorte locale, enfin comme si on avait quelque part là un utérus avec lequel on fasse un enfant, tout le reste étant égal d'ailleurs, et à un geste altruiste. Mais donc la question du droit de l'usage d'autrui est tout à fait différente de celle des souffrances qui peuvent nous pousser à avoir envie d'utiliser ce corps d'autrui. Si on perdait un œil, on serait extrêmement content que quelqu'un nous en donne un aussi. Enfin, mais je caricature, mais enfin, c'est exactement ça. Ou bien nous élaborons des lois en fonction de certains principes, d'autres diraient de valeurs. Je préfère certains principes, la dignité du corps humain, le respect du corps humain, en particulier celui des femmes les plus concernées très souvent, implique de ne pas s'en servir comme d'un outil avec ses risques et périls, en achetant qui plus est, parce que là, il faut quand même penser au droit de la filiation. Quand vous achetez, pardon de reprendre ce sujet, mais quand vous commanditer un enfant via une mère porteuse, vous ne louez pas seulement, on dit son ventre, non, sa vie pendant 9 mois, jour et nuit, ça n'a rien à voir, c'est incompatible avec le droit du travail de toute façon. Hein. Bon. Vous louez sa vie jour et nuit, vous intervenez sur sa vie privée, les contrats de mère porteuse précisent dans les moindres détails le contrôle de la vie de la femme porteuse. Bon. Vous obtenez vous appropriez non seulement l'enfant qui est une personne qui ne peut pas faire l'objet d'une appropriation, vous allez contre le droit de la filiation, vous appropriez la filiation maternelle de l'enfant. Tout ça est tellement contraire à tous nos principes juridiques que, encore une fois, moi je suis stupéfaite que tant de discours puissent circuler sans plus d'opposition sur la GPA éthique. Je suis sidérée par ça et je pense qu'elle a un pouvoir absolument énorme d'une propagande pour qu'on en arrive à ce que l'opinion soit aussi, comment dire, conditionnée pour finir par accepter ça, qu'on ose en parler même comme cela. Je trouve ça invraisemblable dans un pays qui a des lois et des principes comme le nôtre. Alors, sur l'autre question, sur le mariage, oui, moi j'ai aussi été, un peu naïvement d'ailleurs peut-être, mais favorable au Pacs et favorable au mariage, parce que je pensais que c'était un mode de reconnaissance du couple homosexuel et que c'était nécessaire. Ça ne m'empêche pas d'être traité d'homophobe un certain nombre de fois. Bon, mais alors là, la question est très complexe parce que vous dites, au fond, qui dit couple dit famille. Il faudrait bien comprendre que d'abord un couple n'est pas forcément une famille, au sens d'avoir des enfants. On peut faire un couple sans avoir des enfants. Mais historiquement, réfléchissons à la construction du mariage, quoique ça nous entraînerait un peu loin. Le couple a été créé par la nécessité d'établir la filiation des enfants et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, le fameux mariage, parce que la sexualité, elle n'a jamais été cantonnée au mariage, surtout pas pour les hommes. Bon, on le sait. Donc ce n'est pas pour que les gens fassent l'amour ensemble, ce n'est pas pour que les gens s'aiment, vivent ensemble, etc., que le matrimonium a été créé, pas du tout. On a créé le mariage parce que les hommes sans femmes ne peuvent pas savoir s'ils sont pères. Augustin, le philosophe et théologien, a dit « Les hommes sont bien obligés de se marier parce que s'ils ne se mariaient pas, ils ne sauraient pas qu'ils ont des enfants, ils ne connaîtraient pas leur fils. » Donc en fait, ce n'est pas le couple qui a fait les enfants, c'est la nécessité d'établir la sécurité de l'enfant à l'égard de deux parents et de ces deux auteurs, c'est l'obligation
pour les auteurs de l'enfant, comme on disait classiquement, d'assumer leurs responsabilités par rapport à l'enfant, on a dit, ben voilà, un homme va s'associer légalement à une femme qui va être la sienne et pas celle des autres, raison pour laquelle il a toutes les raisons de supposer, même si ce n'était pas sûr, qu'il était le père de l'enfant, et par conséquent, on va construire la filiation là-dessus. Alors c'est seulement beaucoup plus tard que le couple, en quelque sorte, est devenu quelque chose qui n'appliquait pas nécessairement les enfants. Et puis la deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est que des homosexuels qui ont des enfants, alors j'ai assez longtemps vécu pour en avoir connu beaucoup. Simplement, ils n'avaient pas le fantasme de faire un enfant avec un autre homme. Même si ensuite ils pouvaient faire des familles recomposées, qui n'existaient pas encore dans un lointain passé, mais quand même... c'est un fantasme. C'est un fantasme, et c'est un fantasme irréalisable. On ne fait pas un enfant avec un autre homme, on ne fait pas un enfant avec une autre femme. Donc, un philosophe disait, l'État devrait être garant de la raison et éviter la déraison. Faire comme si on pouvait créer de la procréation entre deux personnes du même sexe, ça ne tient pas debout. Donc on ruse avec tout ça, on fait comme si. Mais la liberté de procréer pour les hommes, j'en connais encore beaucoup plus jeunes, encore maintenant, de faire des enfants pour lesquels ils ne considèrent pas que la mère est superflue, ben, il y en a quelques-uns. Et après ça, ils peuvent les élever avec un autre homme ou tout seul, sans considérer qu'ils doivent priver l'enfant d'une mère. Inversement, j'ai connu aussi des femmes, et il y a déjà très longtemps, qui ont élevé ensemble un enfant sans considérer que le père était absolument superflu et qu'il n'en avait aucun besoin, qu'il n'était pas nécessaire. Donc, il y a eu un père quelque part, c'est pas si compliqué, hein, pour les femmes, c'est même ultra simple. Même avec une, comme dit Testard, avec une insémination en chambre, qui n'ont pas considéré que le père était absolument superflu. Et puis après, ça a fait une famille recomposée, il y avait le père, et puis distant, etc. Donc, la question de l'obligation, parce qu'on est homosexuel, de considérer que le père est superflu ou la mère, et l'obligation donc d'utiliser des moyens technologiques et le corps d'autrui, je ne parle même pas du coût que ça représente, mais c'est assez secondaire, ça ne se justifie pas pleinement, ça n'est pas pleinement évident. Voilà. Bien, bah écoutez, merci Madame Agacinski pour cette première audition dans le cadre du projet de loi bioéthique. On l'a vu, vous avez des convictions, vous les avez exposées. Certains et certaines peuvent avoir des convictions différentes à ce stade. Nous démarrons, bien entendu, les auditions et nous allons chacun et chacune se forger une opinion si elle n'est déjà faite. Pour ma part, j'éviterai d'interférer dans les débats et je me limiterai à du commentaire pour éviter toute prise de position au titre de la présidence de la délégation. Donc je vous remercie d'avoir lancé ce cycle d'audition et d'avoir assumé vos convictions malgré un auditoire qui n'était pas totalement acquis, vous l'avez compris. Je vous remercie tous et toutes et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Ce sont parfois plus des doutes, des questions, que des convictions a priori. Ce ne sont pas des convictions a priori. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Le projet de loi de bioéthique doit être débattu au Sénat au mois de janvier. Nous suivrons bien sûr ces débats sur notre antenne. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.